Femmes à l'Assemblée, histoire d'un combat, documentaire exclusif réalisé par Céline Crespy et Maxime Rioux. L'occasion aujourd'hui dans ce débat doc de nous interroger sur l'apport de la parité aujourd'hui au sein du monde politique français, un monde particulièrement âpre et longtemps exclusivement réservé aux hommes. Céline Crespy est avec nous pour commencer. Bienvenue à vous, Céline Crespy. Vous êtes journaliste, reporter dans notre chaîne, à la chaîne parlementaire, et vous avez donc réalisé ce documentaire avec Maxime Rioux. On va y revenir assez longuement, bien entendu, dans notre échange. On va le faire avec vous, Marion Paoletti, bienvenue. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Bordeaux et spécialiste de la réforme paritaire. Et puis enfin avec nous, Catherine Achin. Bienvenue à vous, Catherine Achin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste des questions de genre en politique dans une perspective comparée. Ça tombe bien, c'est ce que nous allons essayer de faire à l'occasion de cette émission. Alors Céline Crespy, revenons peut-être par le commencement. Ce commencement, fixons-le ensemble, il y a 25 ans. C'était en juin 2000 avec cette fameuse loi sur la parité à l'initiative d'un gouvernement socialiste. C'était le gouvernement Jospin. Discrimination positive, politique des quotas, voilà ce qu'on a entendu à l'époque. Néanmoins, à travers les paroles que vous avez pu recueillir à l'occasion de ce film, est-ce que les femmes concernées vous ont dit que s'il n'y avait pas eu cette volonté politique, cette politique de discrimination positive, on n'en serait pas là aujourd'hui? Alors, la réponse est oui, absolument. Sans cette loi, naturellement, les choses n'allaient pas se faire. C'est-à-dire que déjà en 2000, on voyait qu'il y avait un énorme décalage entre la place que les femmes avaient prise dans la société et la représentation à l'Assemblée nationale. Et donc tout le monde est d'accord pour dire que sans cette loi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et il y a même des femmes, Cécile Duflot m'a confié qu'elle, jeune femme, jeune militante, etc. déjà, elle était plutôt opposée, je dirais intellectuellement, à cette loi, dans la mesure où on se dit, bah oui, c'est du quota, on ne mérite pas vraiment la place, etc., etc. Sauf que force est de constater qu'elle dit aujourd'hui que sans cette loi, toute une génération de femmes n'aurait pas accédé à ces postes-là. Alors, mode scrutin particulier pour les législatives, uninominal, à 2 tours pour les législatives, scrutin à liste notamment pour les régionales, les municipales, les départementales. Le constat est là, aujourd'hui 16,7% des présidences régionales sont assurées par des femmes, un quart des présidences départementales sont assurées par des femmes et seulement 1 sur 5 des maires français sont des femmes aujourd'hui. Bon, la parité est rentrée dans notre société via cette volonté politique qu'on vient d'exprimer à l'instant, mais nous n'y sommes pas encore. Qu'est-ce qui reste à faire, à franchir pour que la parité soit au rendez-vous des principaux postes octroyés à l'occasion des scrutins régionaux, départementaux et municipaux ? Alors, à l'évidence, ces lois contraignantes, obligeant à promouvoir des femmes en politique, ont féminisé largement les assemblées en particulier. Mais avec, là il faut le dire aussi, avec des plafonds de verre qui ont explosé récemment et le fait qu'il y ait une femme aujourd'hui présidente de l'Assemblée nationale, évidemment c'est ce qu'on appelle des rôles modèles. On peut se dire pour des petites filles, des petits garçons, finalement c'est extrêmement important parce que voilà, ça peut faire naître des vocations et c'est normal d'avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale. Mais dans le cadre de la Ve République, ce qu'une de nos collègues appelait un patriarcat institutionnel, on voit bien que une femme présidente de la République, c'est très compliqué et c'est pas encore à l'ordre du jour. Et au niveau des pouvoirs locaux, on parle souvent du présidentialisme de la Ve République, mais au niveau du présidentialisme local, c'est pas mieux et on pourrait dire c'est même pire, du fait de la confusion des pouvoirs exécutifs et délibératifs sur une personne. Il y a cette image qui demeure du notable local et effectivement, les femmes n'accèdent pas aux échelons les plus valorisés du pouvoir et notamment du pouvoir local. Vous avez cité les maires, je pense que c'est très important de citer le niveau intercommunal. Dans le bloc communal, intercommunal, le vrai échelon de pouvoir, là où il y a le leadership... C'est l'intercommunalité. C'est l'intercommunalité, les moyens financiers, et là, la parité etc. n'existe pas. Et là, on a une femme, sur 10 présidents d'interco, une femme seulement occupe cette position. Donc, la question de la féminisation des assemblées, oui, du pouvoir à proprement parler, il y a encore beaucoup à dire. Il aurait presque fallu imposer que ce soit des femmes qui soient tête de liste sur les scrutins à liste. Les listes, c'est des listes, ce qu'on appelle Shabada, un homme, une femme, un homme, une femme. Et voilà, mais celui qui est tête de liste,
il se trouve que c'est souvent un homme. J'imagine que vous partagez le constat qui a été fait. Reste néanmoins que lorsque cette loi a été appliquée, ça s'est fait à périmètre constant. On n'a pas augmenté le nombre de sièges dans les assemblées pour autant. Donc, autrement dit, ce sont bien des femmes qui ont pris la place d'hommes. Ça s'est passé comment, cette phase ? Alors, effectivement, à poste constant, et c'est ce qui distingue un peu le milieu politique d'autres milieux professionnels prestigieux qui se sont féminisés aussi à la fin du XXe siècle. La magistrature, le barreau, la médecine, où il y a désormais une majorité de femmes. Les femmes ont progressé au moment où les effectifs progressaient également. Donc il a fallu, bien sûr, ça a changé le visage de ces professions, mais elles n'ont pas pris les places d'hommes qui auraient dû leur céder leur siège. C'est différent en politique, où effectivement la loi sur la parité arrive après la décentralisation, après la création de nouvelles institutions, et de fait, elles ont pris la moitié des sièges dans toutes les assemblées locales, départementales, ça a été plus tardif, et régionales, et la délégation française au Parlement européen. Est-ce qu'on pourrait dire pour autant qu'il y a une sélection sociale qui s'est effectuée parmi les candidates, parmi celles qui se sont lancées en politique, soit en scrutin à liste, soit ici à l'Assemblée nationale ? Alors, sélection sociale, oui, les femmes politiques vont être sélectionnées comme les hommes politiques. On avait néanmoins, à l'occasion de la première application de la parité au niveau local, on avait fait une grande enquête collective où on avait pu montrer que les femmes, au niveau local, elles avaient été choisies pour figurer sur les listes avec des critères genrés. C'est-à-dire qu'on les avait choisies notamment pour leur extériorité aux politiques, le fait qu'elles n'étaient pas déjà militantes, capées pas de femmes d'appareil. Voilà, pour justement incarner le renouvellement de la vie politique, puisque ça a été comme ça qu'on a justifié la parité, c'est-à-dire on va rapprocher les gouvernants des gouvernés et il faut qu'on renouvelle la politique, elles vont réenchanter la politique, ces femmes. Et de fait, elles étaient plus jeunes, moins d'expérience politique, et elles étaient envoyées comme ça en politique au nom de leur extériorité. Ce qui après pouvait un peu les pénaliser pour obtenir justement les positions de pouvoir au sommet des exécutifs. Avec des bons et des mauvais joueurs, Céline Crespy. Alors, parmi les bons joueurs dans les formations politiques, les formations de gauche d'une manière générale. Et à droite, le RN aujourd'hui joue le jeu, en tout cas il l'a joué lors des dernières législatives. En revanche, dans la droite dite parlementaire, c'est systématiquement des partis qui vont, je pense à l'UDI et évidemment aux Républicains, systématiquement ces partis vont plutôt opter pour les sanctions financières plutôt que d'opter pour la parité dans leurs candidats. Oui, puis je dirais qu'il y a deux phases de lecture de cette loi. C'est est-ce qu'on respecte la loi ? Et effectivement, d'une façon générale, les partis de gauche sont les bons élèves et les partis de droite les mauvais élèves. Et puis après, il y a combien finalement accèdent et combien de femmes gagnent par rapport aux hommes, parce que, comme vous avez vu dans le documentaire, et c'est bien connu, on a tendance à donner les circonscriptions les plus compliquées à des femmes, à garder les circonscriptions faciles ou historiques pour les hommes. Et le respect de la loi, il se fait juste au niveau des candidats, c'est-à-dire la présentation. Voilà. De toute façon, effectivement, les partis de gauche, le parti écologiste est en général un des très bons élèves, si j'ose dire, et en présentant en nombre de représentations comme candidats et aussi en nombre d'élus, les partis de droite, en effet, payent des amendes. Et je dirais des amendes assez lourdes. Je crois que pour LR, ça a représenté 1,3 million d'euros l'année dernière, par exemple. C'est assez considérable. Absolument. Mais en fait, ils préfèrent. Alors, leur argument, c'est toujours de dire « Bah oui, mais on n'a pas de femmes, en fait. Elles veulent pas se présenter, etc. etc. » C'est un argument qui est un peu fallacieux, en fait. J'ai vu, à travers mes lectures pour préparer cette émission, que le RN, lors des dernières élections législatives, autrement dit en 2024, avait investi 47% de femmes. Autrement dit, le Rassemblement national joue le jeu de la parité, mais vous dites, attention, ça peut avoir des conséquences négatives peut-être pour la suite. Expliquez-nous cela. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tendances contradictoires aujourd'hui sur l'égalité. L'égalité, on se veut une société égalitaire, c'est un objectif à valeur constitutionnelle, mais il y a une poussée d'extrême droite, ce n'est pas un scoop. Avec, dans les résultats obtenus, oui. En tout cas, chez les moins de 40 ans, et là je fais référence aux travaux d'Ania Durovic, une polarisation sur les enjeux de genre, des jeunes gens de moins de 35 ans qui peuvent être plus sexistes que leurs aînés, et cette
poussée d'extrême droite et la bonne volonté qui reste relative quand même du RN de pousser des femmes ne se traduit pas nécessairement par une vision de l'égalité progressiste, ce qu'on peut considérer comme l'égalité. Chez certains, ça peut être tout à fait différentialiste et un différentialisme poussé. Les femmes sont en charge de la famille et des hommes du public, voilà, réactionnaire, qui peut être tout à fait d'actualité aujourd'hui avec la poussée d'extrême droite. Donc oui, une poussée quantitative du nombre de femmes, les conceptions dans l'égalité de l'égalité véhiculées peuvent être contrastées et ne vont pas nécessairement dans un cas d'un dépassement du genre. Le genre contraint les individus. C'est pas nécessairement les conceptions de l'égalité qu'on trouve partout. Alors, le RN présente 47% de femmes, mais après ça... En 2024, oui. En 2024, 27, je crois, d'élus. Voilà, en fait, c'est 31% des élus après. Donc, ça veut dire qu'ils les envoient aussi quand même sur des circonscriptions plus difficilement gagnables, et notamment des circonscriptions dans des grandes villes. Je crois que ce qu'il faut vraiment rappeler, même si le RN ne pousse pas nécessairement des idées dites féministes sur le plan des thématiques aujourd'hui. Voilà. Donc alors, on peut peut-être s'interroger pour demain, si. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut rappeler qu'avant d'être une femme ou un homme député, on appartient à une famille politique, à un parti politique qui a un certain programme. Et les femmes, à l'heure actuelle en Italie, Giorgia Meloni, elle ne fait pas avancer les droits des femmes, elle ne fait pas avancer les droits des minorités sexuelles, elle a une vision très conservatrice des normes de genre, et c'est une femme. Et elle porte un programme très rétrograde, elle a une position... sur l'avortement qui est extrêmement problématique. En France également, le parti d'extrême droite est incarné aujourd'hui par une femme qui a été 2 fois au second tour, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Qui est moins conservatrice que Giorgia Meloni sur les questions de genre et de sexualité, mais qui néanmoins incarne un parti politique qui historiquement est... voilà, qui est favorable à une position très secondaire des femmes, femmes au foyer, femmes en soutien des hommes qui sont aux premières places. C'est une culture extrêmement viriliste. Mais le fait qu'elle l'ait incarnée, elle, en étant une femme séparée, mère séparée, active, etc., elle a pu respectabiliser son parti. Et de fait, depuis que c'est elle qui se présente à l'élection présidentielle, il n'y a plus le fameux gender gap, c'est-à-dire un écart du vote des électeurs et des électrices. Les électrices votaient moins pour Jean-Marie Le Pen que les hommes. Désormais, cet écart est quasiment nul pour la présidentielle lorsque c'est elle la candidate. Et ce que vous disiez sur le fait que les femmes représentent avant tout leur parti, avant de représenter leur genre, est vrai dans l'histoire. On le voit avec Marie-Madeleine Dienesch, cette députée dont je raconte un petit peu l'histoire, et qui effectivement était extrêmement rétrograde sur les questions de sexualité, etc., alors qu'elle est une des députées qui a eu une des plus grandes longévités politiques. Sur les responsabilités genrées, on a un peu effleuré le sujet tout à l'heure. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de voir des femmes exercer des responsabilités politiques dans des domaines tels que l'éducation, la santé, les personnes âgées. Ça, c'est un ressenti assez fort du côté des femmes que vous avez pu interviewer à l'occasion de ce documentaire. C'est toujours encore le cas. Effectivement, on les met un peu dans des cases, mais c'était bien plus le cas auparavant. Quand on regarde un petit peu les commissions, elles sont de plus en plus mixtes. Même la commission de la défense intègre aujourd'hui beaucoup de femmes. La commission culturelle va être un tout petit peu plus féminine, mais pas tant que ça. Donc la parité infuse dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale les plus machistes, on va dire les choses comme ça? Malgré tout, après, il faut voir quelles sont les importances des travaux des uns et des autres, etc. Je pense que c'est un petit peu plus subtil. On ne peut pas en rester au nombre de femmes. Voilà. Après, moi, ce qu'elles m'ont dit... c'est que le fait d'être femme, parfois, alors là je contourne un peu votre question, mais permettait d'être identifiée par les lecteurs comme des gens et des députés qui vont plus s'intéresser à certaines questions. Je m'explique, il y a une ancienne députée qui m'explique que les femmes elles-mêmes, en circonscription, les femmes électrices, allaient un peu plus se confier
sur des questions personnelles, sur des questions voilà, de violences faites aux femmes, sur des questions économiques, que si elles avaient été un homme. Donc, nécessairement, elles sont aussi un peu plus alertées par l'électorat, si je puis dire, sur ces questions-là. J'ai cru comprendre dans votre documentaire que Yael Braun-Pivet, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, première femme présidente de l'Assemblée nationale sous la 5e, bon, dans un premier temps, elle a été nommée présidente de la Commission des lois, c'est à l'occasion de son premier mandat, et on lui a fait, du côté de l'Élysée, comprendre que ça ne serait peut-être pas le poste qu'on attendait pour ce premier mandat. Alors, elle a été plus que nommée, elle a été élue. Oui, elle a été élue par ses pairs. Elle a été élue à la Commission des lois par ses pairs, comme vous dites, c'est-à-dire par son groupe politique. Et puis effectivement, il y a Alexis Kohler qui l'appelle et qui lui dit... Alors, Alexis Kohler, il pourra toujours dire « Oui, mais la commission des lois, c'était très important, elle était néophyte, etc. » Mais les arguments qu'il lui donne ne sont pas du tout ces arguments-là. Ils lui disent la commission des lois, c'est extrêmement sérieux, c'est chronophage, tu as des enfants. Donc là, on voit exclusivement... Voilà, et donc là, c'est typique l'argument qu'on ne donne qu'aux femmes. On ne dit jamais à un homme, tu as beaucoup d'enfants, tu as une vie de famille. Alors en 2000, c'est vrai, à l'occasion de cette fameuse loi, il y a 25 ans, on entendait souvent, vous allez voir ce que vous allez voir, les femmes vont changer la politique. Et alors, quand on regarde un petit peu ce qui était dit à l'époque, elles sont plus douces, plus empathiques, plus pragmatiques, elles sont meilleures que les hommes sur les questions de proximité. Ça rejoint peut-être un témoignage que vous venez d'évoquer à l'instant. Elles n'aiment pas les rapports de force, elles ne sont pas avides de pouvoir, elles ne s'écoutent pas parler et elles n'investissent pas les partis politiques. Alors, est-ce qu'on est sur des idées communes, des mauvaises images qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur l'exercice de la politique par les femmes dans les exécutifs locaux, ou alors dans ce que je viens de citer, il y a des choses qui apparaissent très nettement dans la manière de faire la politique du côté des femmes? Alors, c'est tout le problème des stéréotypes, c'est qu'ils stigmatisent, mais qui ne sont pas nécessairement faux. Mais pour se remettre dans le cadrage sur la parité, la manière dont ça a été cadré, il faut quand même se rappeler que cette loi, elle a été aussi votée, et vous dites une loi, mais il y a plein de lois qui viennent accentuer les contraintes paritaires. Cette loi, elle a été votée avec l'idée que les femmes, elles allaient sauver la démocratie représentative, elles allaient la réenchanter. C'est ce qu'on entendait à l'époque. Garder ça en toile de fond pour comprendre la mise en œuvre de la parité, la manière dont elle s'applique. Moi, j'ai envie de savoir si c'est vrai. Parce que la panne de la représentation, elle ne date pas de la semaine dernière. Et donc, dans ce Femmes et politique autrement, il y a, à mon avis, deux idées tout à fait différentes. Il y a effectivement le genre féminin tel qu'il a été historiquement construit, compte tenu de la place des femmes dans la société. L'éthique de la sollicitude, du soin, elles font plus attention aux autres, etc. Qui est incertain, me semble-t-il, aujourd'hui, avec le retour de la politique de la force, du virilisme en politique, etc. Et comme elles ne sont pas vraiment non plus en position de pouvoir, il faut être pragmatique par rapport à cette possibilité, mais on n'en a pas encore vraiment de preuves empiriques. Et d'autre part, il y avait aussi, lié à cette crise de la démocratie représentative, un cadrage civique. Elles vont faire une démocratie plus participative, plus citoyenne. Elles vont rehausser la place des citoyens dans la prise de décision. Et ça, toujours avec la pratique de la politique aujourd'hui, sur un mode, je ne sais pas comment il faut le dire, oligarchique ou présidentialiste. La démocratie participative aujourd'hui, elle est quand même très fragilisée et on ne peut pas dire que les femmes collectivement, au-delà de leur appartenance partisane et de leurs différences idéologiques, porteraient un projet de transformer les institutions pour rehausser la place des citoyennes et des citoyens dans les institutions. Donc il y avait vraiment un cadrage très fort sur un genre assez traditionnel, mais qui n'est pas si facile à montrer empiriquement, par rapport auquel je pense qu'il faut être encore pragmatique. Et le cadrage civique lié à la crise de la représentation, si l'idée c'était que les femmes entrent en politique pour réenchanter la démocratie représentative, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas complètement évident. Alors, est-ce que vous partagez cette... analyse. Oui, alors on l'entend dans le documentaire, il y a quand même quelques études qui montrent que les femmes font des prises de parole moins fréquentes, moins longues que les hommes en assemblée. Qui s'écoutent beaucoup plus parler, semble-t-il, que les femmes. Et qui respectent moins lorsque les femmes parlent, c'est-à-dire qu'on dit souvent les filles sont bavardes, mais en réalité, dans les assemblées politiques, on a plusieurs enquêtes qui ont montré que
les hommes fabriquaient du bruit lorsque les femmes et parlent par-dessus elles. C'est pas un problème de puissance vocale, c'est un problème d'attention et d'écoute. Et souvent, elles sont prises dans un brouhaha qui cherche à atténuer leurs paroles. Et voilà, donc elles parlent moins. Et on a aussi des enquêtes qui ont montré que, en tout cas dans une première phase de la parité, lorsqu'elles avaient un peu moins d'expérience, elles ont beaucoup travaillé. Et là aussi, c'est de la socialisation genrée. Mais je ne peux pas prendre la parole dans cette assemblée si je n'ai pas travaillé mon dossier. Ça, c'est vraiment un stéréotype assez juste. Donc il y avait une manière quand même encore différente d'appréhender les mandats. Ensuite, encore une fois, sur le contenu, qu'est-ce qui va être défendu? Les femmes, jusqu'ici, suivent les consignes de leur parti politique. Donc voilà, tout dépend de quel... Attendez, ça veut dire que le problème il se situe au niveau des partis politiques? J'en suis convaincue. On ne fait pas assez participer les femmes au sein des appareils politiques aujourd'hui? Les partis politiques français étaient des organisations très peu en lien avec les mouvements sociaux, avec ce qui se passait dans la société. Donc déjà avec assez peu de militants quand même historiquement par rapport à aux pays voisins européens. Le plus grand parti, ça a été le Parti communiste français après la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, après, c'est maximum 300 000, 400 000 militants. Donc, ce n'est jamais des partis de masse en France. Et le lien avec la société, les quartiers, les différentes couches sociales, il a été largement perdu. De plus en plus, nos partis politiques sont des sociétés d'élus, de personnes qui sont déjà quasiment professionnalisées en politique et qui, du coup, c'est tellement bien montré dans le documentaire, à un moment donné, on a une coupure incroyable entre les professionnels de la politique qui sont dans leur petit îlot, leur assemblée nationale, entre hommes blancs, hétérosexuels de classe supérieure, et ce qui se passe, la révolution qui est en train de se passer ailleurs dans la société, ils ne la perçoivent pas, en tout cas, elle ne transpire pas dans la composition du personnel politique. Et ça, c'est quand même problématique. Alors, c'était pas forcément le sujet central de votre documentaire, Céline Crespi, mais vous avez forcément posé la question. Qu'ont apporté les femmes à notre vie politique depuis 25 ans? Alors, et depuis ces dernières années, là où maintenant la parité s'est clairement installée, même si le combat continue, on l'a dit bien entendu. Alors malgré tout, effectivement, même encore très récemment, il y a des thèmes qui n'auraient peut-être pas été abordés si on n'avait pas eu autant de femmes aujourd'hui. En tout cas, à ce niveau-là, je pense à la constitutionnalisation de l'IVG, qui, pour le coup, a été une mesure qui était très transpartisane, de Mathilde Panot jusqu'à La République En Marche, etc. Et je pense que ce thème, nécessairement, était porté par des femmes. Voilà. Après, c'est effectivement une façon de faire qui a peut-être un poil différente sur le fond. Sur le fond, non, les femmes suivent les partis. Oui, moi aussi, je pense la même chose, mais c'est l'histoire du féminisme comme mouvement social que de privatiser le politique. Ce qui joue dans les familles qui étaient considérées comme indignes, etc., relève de la politique et du rapport social entre les femmes et les hommes. Et là, on a vu, effectivement, de nouveau des politisations. Alors, parce que le mouvement MeToo était puissant. Alors, on en subit probablement le backlash aujourd'hui, mais la question, par exemple, de l'outrage sexiste, du harcèlement de rue, qui semblait un sujet sur lequel c'était impossible qu'il y ait une loi. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Marlène Schiappa, de son féminisme, de sa personne, mais enfin, elle a quand même réussi à faire reconnaître ce harcèlement de rue qui fonctionne. Au niveau local, donc il y a cette charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, que les collectivités locales signent parce que ça fait moderne, etc., que c'est tendance. Et en même temps, leur mise en œuvre dépend d'une institutionnalisation de moyens qui ne sont pas forcément là. Mais on voit quand même des choses qui émergent du type ce qu'on appelle gender budgeting, le budget en fonction du genre, où va l'argent des collectivités locales, qui est un nouveau regard. Et puis aussi, je pense, là, au cours des derniers mandats, les marches exploratoires, genre, femmes, espace public, la sécurité des femmes dans l'espace public, des questions qui étaient considérées comme non politiques le sont devenues, dans le sillage du féminisme, plutôt porté, il faut le dire, par des partis de gauche, et qui, là encore, déplacent les frontières du politique. Et ça, c'est un apport lié, je pense, à l'entrée des femmes
en masse dans les assemblées et les assemblées locales notamment. Plus il y a de femmes qui entrent dans la vie politique, dans les exécutifs nationaux, locaux, plus semble-t-il, elles font de la politique comme les hommes. Et c'est un milieu particulièrement âpre, ça demande des qualités humaines et une force, une volonté forte pour s'imposer, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, dans ce milieu. C'est tout de même à cette conclusion qu'on en arrive aujourd'hui. Ce n'est pas genré, la manière d'exercer la politique. Il y a une force des institutions. Il y a une histoire des institutions et vous l'avez rappelé, les institutions politiques en France, elles ont été forgées par et pour les hommes. Elles ont été habitées uniquement par les hommes pendant plus de 150 ans. Et les femmes, lorsqu'elles entrent à l'Assemblée nationale, elles sont toujours des intruses. Elles ne sont pas complètement adaptées. Et là, on commence à avoir plusieurs quand même... Une dizaine d'années où elles sont quand même plus d'un tiers, elles font partie du paysage. Et c'est ça quand même que ça change. C'est-à-dire que on voit différemment la représentation politique et on voit du coup un peu mieux qui n'est pas représenté aussi. Ça a permis quand même de réfléchir à qui aujourd'hui est légitime pour diriger et faire les lois de notre pays et qui n'y est pas et pourquoi. Enfin, je trouve qu'il y a une interrogation qui a été portée grâce à grâce à la parité, à l'entrée des femmes en politique. Donc voilà, force des institutions malgré tout, des conduites un peu routinisées sur ça se dessine à la buvette tard le soir, on fait des réunions entre nous. Il y a des quotas pour garantir la présidence des femmes, mais regardez qui est aujourd'hui dans l'entourage proche de notre président, dans l'entourage proche du Premier ministre, etc. Donc il y a quand même toujours cette tradition de décider en catimini dans un petit club masculin, et ça c'est difficile à faire complètement bouger, et pour l'instant les femmes continuent à devoir se mouler dans un habit qui n'était pas forcément taillé pour elles. Ce sera le mot de la fin. Le combat continue, pour reprendre le terme utilisé dans le titre de votre documentaire, Céline Crespi, réalisé, je le rappelle, avec Maxime Rioux. Un grand merci à toutes les trois d'être venues nous parler de la parité en politique aujourd'hui, ce qu'elle a apporté à notre société française. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc. Merci aussi à Félicité Gavalda, qui, comme à l'accoutumée, nous a aidé à préparer cette émission. Et je vous donne rendez-vous, quant à moi, pour un prochain Débadoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.